Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Notre association La pensée et les hommes a pour but de défendre la philosophie et la morale laïque. Eh bien, c'est de morale que nous allons parler aujourd'hui avec un grand moraliste, Michel Meyer. Vous êtes professeur à l'Université de Bruxelles, à l'Université de Mons. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment sur l'argumentation et sur la rhétorique. Et vous venez de faire paraître un livre que je tiens dans les mains, qui a pour titre Principia Moralia, ouvrage publié à Paris aux éditions Fayard en 2013. Et j'ai comme autre invité M. Gauthier-Vanon. Vous êtes conseiller scientifique à l'Université de Mons et vous connaissez très bien la pensée et l'œuvre de Michel Meyer et vous allez m'aider à essayer d'obtenir la substantifique moelle de la pensée de notre invité. Vous remettez, Michel Meyer, la morale en question dans votre dernier ouvrage ? Non, pas du tout. Au contraire, je pense que ce qu'il faut faire, c'est se confronter à la pluralité des morales et observer leur validité à toutes. Donc vous dites, il y a une pluralité des morales. Moi, Absolument. je date un peu, mes derniers souvenirs, c'était Kant, Oui. qui disait il y a un impératif catégorique, il y a une morale universelle qui vaut Hélas. pour tout le monde, et il balayait Socrate, Aristote, Voilà. saint Thomas, Alors etc. le problème, c'est que tous les philosophes balayent les autres rapidement et qu'ils ont tort parce que il y a une vérité dans le stoïcisme, il y a une vérité chez Nietzsche, il y a une vérité dans l'épicurisme, il y a une vérité dans l'utilitarisme. Chez saint Thomas peut-être aussi. Aussi chez saint Thomas. Et donc la conclusion, c'est au fond en quoi ils ont raison et en quoi ils ont tort. Et mon problème, c'était de voir quel était le champ de validité de chacune de ces philosophies. Et au départ, je me suis dit, c'est un peu désespéré, parce qu'ils se jettent l'anathème les uns sur les autres. Et puis, j'ai remarqué qu'au fond, chacune de ces philosophies avait une conception de la morale, du bien, du mal, de la justice, qui se complétait. Si on adoptait un angle de lecture qui, à mon avis, aujourd'hui est devenu plus ou moins classique, c'est la théorie de la distance. Il y a des morales qui sont applicables aux êtres proches et des morales qui sont applicables aux êtres lointains. Et puis entre les deux, la théorie du juste milieu, cher Aristote, la morale de la vertu. Et toutes ces morales, loin de se contredire, si on prend ce point de vue, se complètent merveilleusement. On ne va pas traiter ses enfants comme on va traiter quelqu'un que l'on ne connaît pas dans un pays lointain et qui mourrait de faim. Et là, il nous faut les grands principes à la Kant. Mais lorsque on s'occupe de bien agir avec sa famille, avec ses proches, eh bien, on va utiliser non pas la morale de Kant, c'est-à-dire des principes généraux et abstraits qui valent pour tous, mais on va être au contraire extrêmement concret, appliqué à la situation. Et même si c'est un autre type de morale, eh bien, c'est tout à fait légitime. Mon but, en fait, ce n'est pas de dire ce que l'on doit faire ou ce que l'on devrait faire, je laisse ça aux moralistes, c'est de comprendre comment le jugement moral est effectué par chacun d'entre nous dans chaque situation en parfaite connaissance de cause. Et nous agissons tous en sachant très bien qu'avec des êtres proches, on agit d'une certaine façon, et avec des êtres lointains, d'une autre. On et est nous souvent avec les proches beaucoup plus indulgents qu'avec les lointains, qui apparaissent abstraits. Alors indulgents par rapport à la morale kantienne qui voudrait qu'on traite tous les êtres comme des personnes désincarnées que nous ne connaissons pas, mais il n'est pas sûr que cette manière de faire pour les êtres proches soit la bonne manière. On ne peut pas, si mon fils a des problèmes à l'école, je ne peux pas dire tous ceux qui ont des problèmes à l'école, donc à les résoudre, et je ne m'occupe pas de toi. Par contre, je ne vais pas pouvoir m'occuper de tout le monde, donc je ne pourrai pas agir d'une manière universelle, mais extrêmement singularisée. Mais si je dis ça à un autre père de famille, il va faire comme moi. Il ne va pas être kantien, il va agir avec passion, avec amour, avec affection. Et avec indulgence quand même, hein, c'est un père. Pas forcément avec indulgence. Il peut ne pas être indulgent avec ses enfants, oui. Mais en n'étant pas indulgent ou en étant indulgent, il agit selon la proximité, et la proximité est toujours passionnelle. Alors la passion peut être négative, peut être positive, mais c'est toujours plus passionnel. Par contre, si je vous dis qu'il y a autant d'enfants qui meurent au Soudan tous les jours,
il n'y a pas de passionnalité. Vous allez dire c'est un principe abstrait, qu'on ne peut pas laisser les gens mourir de faim. Vous ne les connaissez pas et vous allez au contraire être très kantien. Par contre, si un de ces petits Soudanais avait eu la chance de venir en Belgique et se trouve en votre contact proche et que vous le voyez mourir de faim, la première chose que vous allez faire, c'est vous précipiter sur quelque chose à manger et lui donner. Pourquoi? Parce que vous êtes ému dans la proximité, vous êtes ému, c'est-à-dire vous êtes touché, vous êtes affecté. L'affect, la passion relève de la proximité. Mais venir faire croire que l'on a des passions pour des êtres que l'on ne connaît pas parce qu'ils souffrent, ça n'a pas de sens. On réagit avec des valeurs morales, avec des principes moraux qui sont ceux de Kant, c'est-à-dire la dignité de la personne humaine. Mais si mon fils a des problèmes à l'école ou dans sa vie affective, etc., je ne vais pas évidemment agir avec des principes généraux. Je vais essayer de prendre le problème concrètement. Et je n'aurai pas tort. C'est ça que je veux dire. Pour Kant, j'aurai tort. Et pour ceux qui jouent sur les passions, si je les oublie, j'ai tort aussi. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que nous agissons comme ça et nous n'avons pas tort. Nous avons raison dans chacun des cas. Et donc, c'est très difficile d'admettre, lorsqu'on érige la morale en absolu, c'est très difficile d'admettre que la morale est fonction de la distance. Mais c'est ce qui se passe dans les faits. On peut le demander à chacun d'entre nous. Nous savons très bien que la distance module notre appréciation morale. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut condamner, même si chaque philosophe qui croit à l'absolu va condamner les positions autres que les siennes. Mais ces notions de bien et de mal, elles sont innées en nous ou bien elles résultent d'un apprentissage? Est-ce que nous savons naturellement ce qui se passe ou bien est-ce qu'on a été éduqué? Alors le problème, c'est d'où vient le sens moral. Le sens moral, pour moi, vient du fait que très vite, nous apprenons la distance. L'enfant qui vient de naître, il apprend très vite qu'il n'est plus dans l'utérus de sa mère et qu'il est entièrement dépendant. Il peut juste pleurer. Il a faim, il pleure. Il a froid, il pleure. Il a soif, il pleure. Il est triste, il pleure. Et il est gay, il pleure. Et au début, en tout cas, il rit pas. Donc, on voit bien qu'il est entièrement dépendant et la distance, il la prend très vite entre son corps et le corps de sa mère. Donc, la notion de distance s'apprend et c'est de là que vient, entre guillemets, le sentiment moral ou l'intuition, ce qu'on appelle l'intuition morale. Mais j'aime pas ces mots parce que l'intuition est pensée à une faculté irrationnelle et extraordinaire. Non, on apprend le sens moral dans la distance qui nous sépare les uns des autres. Et voilà d'où ça vient. Et nous savons que le bien, c'est ce vers quoi nous tendons, et le mal, c'est ce que nous voulons éviter. Mais si on va encore à l'origine des choses, beaucoup plus loin, je dirais la chose suivante, c'est qu'au fond, la morale vient tout simplement du fait que l'autre est un problème pour nous. La rencontre avec autrui, c'est quelque chose qui nous met en question. Et nous sommes obligés de répondre. Alors Hobbes en a fait une théorie de la violence politique, parce que quand l'autre me met en question, rien ne dit qu'il ne veut pas m'exterminer ou m'exploiter. Mais depuis la naissance, l'autre comme problème, c'est la source de la moralité. Il n'y aurait pas de morale s'il n'y avait pas l'autre comme une question qui est permanente et qui m'est posée, même en tant qu'adulte, à chaque moment. Comment dois-je réagir face à l'autre? On est tous méfiants. Est-ce qu'il me veut du mal? Est-ce que je le connais? Ah oui, c'est un ami, je m'approche, je le salue. Regardez comment on salue les gens. Il faut se méfier de ses amis, disait Voltaire. Hein? Oui, 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 oui. Et vous comme moi, nous le faisons activement. Mais c'est vrai, mais regardez, même quand nous serrons la main, c'est quoi serrer la main? Bien sûr, on devait montrer qu'on n'avait pas d'armes. Donc même dans l'amitié et dans la salutation la plus proche, on montre qu'il n'y a pas d'agressivité, qu'on ne va pas mettre en question l'autre. Mais plus fondamentalement, je crois que quand on serre aujourd'hui encore la main de quelqu'un, ce n'est pas pour lui montrer qu'on n'a pas un couteau, parce qu'on n'est plus à l'ère du couteau, enfin, en grande partie, mais tout simplement pour montrer la distance. Car en fait, on serre la main en créant une distance, la coudée. Donc la notion de distance est fondamentale et elle est, comment je vais dire, même dans les formes de civilité les plus chaleureuses, elle est toujours présente. Donc, pour moi, la notion de distance est liée avec l'autre comme problème. Et d'ailleurs, remarquez, vous êtes à côté de quelqu'un et puis il s'approche soudainement de vous à moins de 30 cm. Physiquement, vous allez reculer. Naturellement, sans réfléchir. Oui. Parce que vous avez une distance minimale qui est infranchissable et que l'on ne permet à l'autre de franchir que dans certains cas
qui sont acceptés mutuellement. Mais sinon, en général, on recule parce qu'on veille à maintenir une distance qui est physique. Et c'est pour moi en morale d'ailleurs, un seul absolu qui existe, c'est qu'on ne peut jamais diminuer la distance totalement, c'est-à-dire faire fi du corps de l'autre et de son intégrité physique. Vous savez, moi, je veux dire, on est des post-einsteiniens, donc il y a la relativité. Il y a un seul absolu dans toutes les relativités morales qu'on puisse dégager. Le seul absolu, c'est l'intégrité du corps. Il y a pourtant des penseurs qui ont fait du mal le bien. Je pense à Sade, peut-être aussi à Nietzsche. Alors Nietzsche, il est le penseur de l'absence de distance. C'est-à-dire que l'autre est tellement présent et tellement oppressant qu'il a ce qu'on appelle la passion réactive. Donc en fait, ce que Nietzsche dit en défendant la cruauté, c'est de défendre la distance. Si je ne peux pas te mettre à distance, je vais devoir te détruire. Et ça me fera plaisir parce que j'aurai gagné. Et voilà la base même du nietzschéisme, c'est que si on ne peut pas créer une distance entre les êtres qui permet à chacun de vivre librement sans se soucier de l'autre, c'est-à-dire sans s'en inquiéter, eh bien je n'ai pas d'autre choix que le combat et la lutte et la volonté de puissance qui, dans la jouissance qu'elle me procure, amène le sadisme, la destruction, l'élimination de l'autre. Mais je pense que Sade, comme Nietzsche, viennent après Hobbes. Parce que c'est Hobbes qui a dit, dans la société, l'homme est un loup pour l'homme, et la seule manière de vivre ensemble, c'est que l'État garantisse la sécurité de tous. Votre commentaire, Gauthier Vanos, sur ce que vient de dire le professeur Meyer. Eh bien, il vient de dire beaucoup de choses, et c'est vrai que justement, travaillant avec depuis maintenant de nombreuses années, le grand mérite pour moi de Michel Meyer, justement, c'est que dès le départ, le tableau est dressé. C'est-à-dire que quand vous commencez à lire, quel que soit l'ouvrage dont il est l'auteur, vous savez que vous allez avoir affaire à une pratique du questionnement, à un doute systématique, à une espèce de révolution philosophique et métaphysique. Et à nouveau, c'est la même chose dans ce dernier livre sur la morale, où dès le départ, à nouveau, Michel Meyer nous dresse sa propre définition de ce qu'est la morale, qui peut d'ailleurs être, qui met un peu à genoux les autres définitions qu'on trouve dans certaines formes de religion, comme le catholicisme ou le judaïsme. Donc c'est en cela qu'il est intéressant à lire, et c'est en cela aussi que j'aime travailler avec lui, c'est qu'il est tout à fait innovateur. Tout à fait innovateur, et d'ailleurs ça ne fait pas que des amis au niveau de la littérature. Mais, chez les philosophes, il n'y a pas que des amis, hein, ça voilà. on le sait bien. Je ne suis pas philosophe d'ailleurs de formation, mais je dirais que d'un point de vue pédagogique, c'est déjà très très riche. Il parlait par exemple de la notion de distance entre individus. Je dirais, ben voilà, moi en tant que pédagogue, je réagis tout de suite, je dis il a tout à fait raison, puisque quand je vais m'adresser à mes étudiants du secondaire, je n'ai pas la même distance que lorsque ici, autour de vous, je m'adresse à vous ou aux téléspectateurs qui nous écoutent, comme je n'ai pas non plus la même distance pour traiter un problème avec mes propres enfants ou avec mon épouse. Donc, ce que Michel Meyer essaie de nous théoriser, et il le fait d'ailleurs merveilleusement bien, moi j'adore le lire, c'est de nous théoriser finalement la vie de tous les jours. Au passage aussi, il est lisible, hein. On comprend facilement. Ah, moi, je suis habitué, donc je suis habitué, et c'est évident que c'est pas moi qui vais vous contredire là-dessus. Et puis voilà, c'est parce qu'il y a ce côté très pragmatique et très quotidien. Les gens se retrouvent à travers ce qu'il écrit parce que ça n'est pas... ça correspond à la réalité, voilà, en fait. Ça correspond à ce que les gens vivent, à ce que les gens ressentent. Et ce grand mérite, c'est de le théoriser et d'être innovateur. Avant toute chose. Alors cette distance dont nous parlions, elle peut être très grande, très longue, elle peut être moyenne et elle peut être courte. Absolument. Et vous dites, Michel Meyer, selon la longueur de la distance, l'attitude morale est différente. Tout à fait. Donnez-nous quelques exemples peut-être. Alors, quand la distance est très courte, la relation est plus passionnelle. Je connais plus l'autre. Il m'interpelle davantage. C'est celle du couple. Voilà, c'est ça. Je suis littéralement touché.
C'est-à-dire que ma réaction est, comment je vais dire, articulée autour d'une passionnalité. Mon jugement est affecté par ce qui me touche. Obscurci? Pas obscurci, Pas parce que nécessairement obscurci. je peux être abusé, bien sûr, par l'autre, je peux me tromper moi-même sur l'autre, mais de toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que la problématicité de l'autre est plus grande quand la distance est faite, parce que le danger est plus grand, le danger affectif, le danger physique, et donc l'idéal de la société, et là, pour moi, le maître reste Durkheim, c'est que quand une société s'organise en se divisant socialement, eh bien, les positions dans la société sont garanties par une division du travail qui permet au tout de fonctionner. Et donc, l'idéal d'une société, c'est que je n'ai plus à me soucier de l'autre. Et bien sûr, la contrepartie, c'est qu'on demande à l'État de le faire. Donc la morale débouche sur la... C'est l'État-providence. C'est la contrepartie de la politique. D'ailleurs, remarquons que les États-providence sont nés dans les sociétés les plus autoritaires. Bismarck est l'inventeur de la sécurité sociale et ce n'est pas un grand démocrate. Pourquoi? Parce qu'il faut contenter un maximum de gens si on veut pouvoir régner sur tout le monde. Et les Américains n'ont pas l'État-providence, mais ce sont des grands démocrates, direz-vous. Voilà. Donc en clair, quand la distance est garantie, eh bien, la société fonctionne bien sans qu'il y ait un État qui vienne là pour corriger ce qui normalement devrait se réguler par simple division du travail social, comme dit Durkheim. Et au fond, une société idéale, c'est une société dans laquelle je n'ai pas à me soucier du bonheur d'autrui parce que je sais qu'il est garanti comme le mien. C'est aussi, je vais là jouer du paradoxe, mais est-ce que c'est du paradoxe? C'est une société idéale, c'est une société dans laquelle je n'ai pas à me soucier de la politique parce que les politiques se soucient de moi. Et donc, je peux vaquer à mes occupations. Je crois que c'était la thèse de Benjamin Constant. On sait bien que c'est illusoire et que malheureusement, il y a la distance n'est pas garantie, il y a de la violence dans la société. C'est donner beaucoup de pouvoir aux politiques, alors beaucoup de pouvoir de décision sur notre personne et notre histoire aux politiques. Bien, on le lui donne de fait, simplement. Non, mais on peut le contrôler. Hein, on le contrôle, mais on ne doit pas forcément s'en occuper et on peut charger des institutions de le contrôler. C'est la même chose pour les marchés financiers. Je ne me vois pas contrôler les banques de mon pays, mais vous n'y connaissez rien. Mais j'aimerais bien qu'il y ait des institutions qui le fassent et qui nous garantissent qu'on ne va pas vers un nouveau désastre, et ainsi de suite. Donc, ce que je crois, c'est que l'idéal de la vie, enfin l'idéal moral de la vie, c'est que je puisse m'occuper de mes affaires sans avoir à m'occuper de celles d'autrui. Ça, ce serait l'idéal. Mais nous savons bien que cet idéal n'est malheureusement pas la réalité et que par conséquent, il y a encore des conflits. Et la morale n'est d'ailleurs pas faite pour résoudre les conflits, mais pour évaluer l'action que je fais. C'est-à-dire, est-ce que je dois diminuer la distance? Est-ce que je dois l'augmenter? Et d'ailleurs, remarquez bien que quand il y a des conflits, par exemple conjugaux, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se sépare de l'autre. C'est-à-dire on crée de la distance, on met de la distance entre les gens qu'on n'aime pas. Moi, les gens que j'aime pas, j'ai pas envie de les voir, je mets de la distance et je n'ai pas à souffrir de leur présence. Donc la notion de distance est même thérapeutique. Sa fonction morale, c'est de me permettre de retrouver ce qui est bien et de les éviter parce qu'ils sont, entre guillemets, mal. Donc on le fait naturellement. Et c'est ça mon propos, et j'insiste là-dessus, c'est que je ne suis pas en train de dire ce que l'on doit faire. Mais je dis, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Et tout ce que moi je fais dans mon livre, c'est montrer ce qui se fait avec des principes philosophiques, en disant, vous voyez, la philosophie, c'est très pratique, c'est très concret, ça nous explique ce qu'est le bien et le mal selon la distance, et c'est ce que vous faites tous, et ce que je fais moi aussi. Et donc, oublions avec toujours cette idée de normative, on devrait, il faudrait, il y a qu'à, enfin, on entend ça sans arrêt à la télévision ou en lisant les journaux, et je pense que c'est ce qu'il y a de moins convaincant, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Est-ce que la distance moyenne, hein, les Romains disaient in medias res virtus, le juste milieu, est-ce que la distance moyenne n'est pas au fond la bonne réponse? La distance moyenne, c'est ce que... Alors, donc, la distance courte est passionnelle. La distance moyenne... Et dangereuse, et peut-être dangereuse. Et toute distance est quand même dangereuse parce qu'elle peut diminuer. Donc, la distance moyenne, c'est le juste milieu. C'est la théorie d'Aristote. Et là, le juste milieu, c'est de dire j'en fais assez pour me préserver, mais assez pour aider l'autre.
D'où il oppose par exemple la générosité, où je donne une partie de ce que j'ai pour aider ceux qui sont en défaut financier, par exemple, mais ce juste milieu ne va ne me conduire ni à me dépouiller, ni à devenir avare. C'est le juste milieu entre les deux. Donc le juste milieu, c'est la vertu. Donc on est passé de la passion à la vertu. C'est pas qu'il n'y a pas de passion dans la vertu, mais elle est atténuée. Quand la passion s'atténue, on parle d'émotion. Et puis la distance est encore plus grande, il n'y a plus de vertu quand on détestait la vertu. Il a écrit des pages terribles sur la vertu. Il a dit, Pourtant, il était, lui, un homme vertueux. Oui, mais il disait, on ne fait pas de la morale pour être vertueux, on fait la morale pour appliquer des principes. La vertu a quelque chose d'arbitraire, tandis que sa morale se veut nécessaire comme une vérité mathématique. Catégorique, hein. Catégorique et sans exception. Le problème de sa morale, c'est qu'il prend des exemples où je trouve que c'est les meilleurs exemples pour ne pas être kantien. Ne pas mentir. Si vous abritez un résistant dans vos caves et que la Gestapo vient, il faut mentir, c'est moral. Bien sûr. Donc il dit on ne doit jamais mentir. Et donc ça, c'est la... Et l'autre cas, c'est on ne doit jamais attenter à sa propre vie. On ne peut pas se suicider. Mais quand on est atteint de souffrances énormes, c'est tout à fait normal qu'on décide de mettre fin à sa vie pour ne pas accomplir la dernière partie d'une manière atroce. Donc il prend des tas d'exemples qui aujourd'hui ont perdu leur pertinence. Donc cet universalisme kantien est très douteux. Et si on est encore plus méchant, on rappellera ce que disait Hannah Arendt de l'universalisme kantien, en se souvenant que Eichmann était un kantien, c'est-à-dire il obéissait aux ordres parce qu'il était capable de les universaliser sans aucun problème. Donc il faut faire attention à l'universalité.